Le slide ici, donc souvent avoir la tête tournée vers là, désolé. Alors avant de commencer, je veux remercier l'équipe d'AngularJS Paris pour m'avoir accordé ce poste, et à Galéo pour l'accueil. Pourquoi s'agit-il en fait cette présentation? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les comparatifs ou les débats qu'on peut trouver sur Internet entre les différents frameworks web, enfin JS surtout, il y a souvent un argument qui revient à propos d'AngularJS qui dit AngularJS, ok, pourquoi pas, mais on n'a jamais vu d'application taille réelle avec. Alors il y a plein de raisons qui l'expliquent, et j'ai eu la chance de travailler sur un projet AngularJS, on va dire, pratiquement pendant un an. Donc l'idée là de cette présentation, c'est d'expliquer, déjà de répondre à la question est-ce que AngularJS est adapté à ce type de projet qui vont un peu plus loin, on va dire, ou même beaucoup plus loin que to-do list, employé directory, etc. Et du coup, je vais aussi en profiter pour raconter notre retour d'expérience, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés, les solutions qu'on a essayé d'apporter, et quelque part essayer d'aider les développeurs qui commencent à peine avec AngularJS à répondre à certaines questions qui peuvent se poser. Donc 25 minutes, ça va être très rapide. En fait, j'ai déjà fait cette présentation en interne cet après-midi pour tester un peu. Clairement, 25 minutes, ça ne tient pas. Je vais peut-être un peu déborder, mais je vais rester sage. Le plus important, de toute façon, c'est la partie rétex. Alors bien sûr, je vais parler de framework AngularJS. Il y a des sujets connexes qui vont tout autour, qui sont durs à dire séparer, comme l'environnement de développement, les tests, l'industrialisation. Une petite présentation rapide. Moi et la société pour laquelle je travaille. Je m'appelle Florian Pester, je travaille chez une société qui s'appelle Cap IT, qui est située dans l'entour d'Antony, qui emploie une cinquantaine de personnes. Donc AngularJS, je le pratique, on va dire, depuis un an, juste avant la sortie de la version 1. Okay. Allez. Un petit mot sur la société, ça va être rapide. Donc voilà, une société finalement assez atypique, dans le sens où on fait du service Microsoft, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Généralement, c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Là, on fait les deux. On est assez passionné par tout ce qui est technologie. Historiquement, en fait, sur la partie front-end, on est plutôt orienté sur le framework Flex, on va dire, pour souci de productivité, de maintenabilité, de flexibilité, c'est une techno excellente. Et puis au fur et à mesure que la plateforme HTML5 commence à mûrir, que ses capacités ont augmenté, on a fait la transition du Flex vers le HTML. On a donc un service R&D, que vous pouvez voir sur l'adresse inscrite au milieu. On distribue des composants sous data visualisation qui sont open source ou en version commerciale. Donc on utilise des outils de développement. Aujourd'hui surtout Flex, mais la partie JS va bientôt arriver. En termes d'offres, on va dire qu'on adresse plusieurs choses. Ça va de l'audit au conseil, à la gestion, la conception, la réalisation de projets de A à Z. On a également des offres d'accompagnement global pour les grandes entreprises qui finalement souhaitent passer au RIA, mais qui ne savent pas par quel bout prendre. Donc on a plusieurs pôles d'expertise, notamment celui sur l'ergonomie design, qui est quand même assez important, sur lequel on a beaucoup investi. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Voilà, c'est juste des exemples des composants qu'on fournit. Ça, c'est un composant de diagramming qui permet de présenter des organigrammes, du BPM, etc. Ou des composants de database un peu plus avancés, style Trimap ou Radarchart. Alors, sur le projet en question. Déjà, juste 2 minutes sur quel est le contexte de ce projet. Donc le client, c'est une grande institution française. Donc actuellement, on n'a pas le droit de donner le nom pour le moment, donc je ne vais pas vraiment dire grand-chose, mais ce n'est pas le plus important. On a réalisé en fait 2 applications. Une première application qui permet à des candidats de s'inscrire, le front office. Donc cette partie-là, c'est accessible au grand public et une grande contrainte qui était que
devait être accessible sous la norme RG2A. Donc là, tout ce qui est partie AngularJS, vous pouvez juste oublier. Et le plus important, enfin, le projet qui nous intéresse, c'est le second, c'est une fois que les candidats sont inscrits, c'est gérer leur admission. Donc pour avoir une idée du dimensionnement du projet, c'est environ 1000 jours de projet étalés sur un an au forfait, 8 personnes qui participent, donc vous pouvez voir les profils, et grosso modo 200 écrans et une vingtaine de modules. Alors vingtaine de modules dans le sens module fonctionnel, comme module AngularJS. L'architecture, c'est assez classique. Donc côté client, HTML, JavaScript. Côté serveur, c'est du Java, Spring MVC, Atlas pour le mapping ORM, serveur d'Apolster et Oracle en base de données. Les échanges, c'est du REST classique, pas RESTful, le top level 3, comme peu de personnes savent le faire, mais on va dire c'est du REST classique. Alors c'est juste un écran ou deux de l'application pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On s'en fout un peu. Donc voilà la partie qui nous intéresse. Je vais commencer par l'environnement de développement. Nous on a utilisé IntelliJ IDEA pour la simple raison que on voulait garder un seul IDE pour les deux technos, JavaScript et Java. Comme on est déjà sur cette vidéo auparavant, c'était la solution la plus raisonnable. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que le support AngularJS aille très loin. Et je pense que c'est un peu le cas pour tous les idées aujourd'hui du marché. La technologie est jeune aussi, donc ça peut se comprendre. Alors vous avez un plugin AngularJS, je ne peux pas vous le montrer, je suis pas sur ma machine. Qui est quand même assez jeune, mais on va dire qui suit une bonne trajectoire, notamment aujourd'hui vous pouvez faire un quick search sur les différents contrôleurs, directives. Pour naviguer dans le projet, c'est quand même assez pratique. Et ce qui manque surtout, c'est des fonctionnalités du type contrôle-clic sur Factory, Service Controller, pour qu'ils puissent naviguer dans les fichiers qui vous intéressent. Ou encore, il y a un ligne plus important, tout ce qui est auto-import des dépendances, que ce soit les dépendances, les modules ou encore les dépendances require.js. Aujourd'hui, vous devez faire tout à la main, et pour ceux qui ont déjà travaillé sur des applications assez grosses, vous devez savoir que c'est quand même compliqué à gérer. C'est des choses pas intéressantes à coder, dans lesquelles on peut vite se tromper, donc on espère qu'un jour on va voir un peu qui ira un peu plus loin. Il y a un outil qui est assez connu qui s'appelle Batarang. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais dès que vous arrivez sur un projet en envergure, vous pouvez juste l'oublier. L'effort est louable, hein, il y a des petites améliorations à avoir. Finalement, l'outil, les outils aujourd'hui qui sont les plus intéressants, ils sont spécifiques en AngularJS, et bien sûr les applis que vous pouvez les trouver dans les différents navigateurs. Sur le framework en lui-même, je vais commencer par parler des fonctionnalités qui sont non fournies par le framework, souvent parce que ce n'est pas la philosophie du framework, ou parfois parce que la fonctionnalité est limitée. Donc là j'en ai listé 3, que vous les fournissez pas, donc vous avez quand même une solution. Il y a des librairies graphiques, librairies BI, tout ce qui est routeur et aussi la gestion d'internationalisation. Pour les libs UI, vous avez deux solutions, sachant que ce que vous allez utiliser c'est souvent un mix des deux, c'est-à-dire soit aller récupérer des directives existantes sur le net, qu'elles soient open source ou non. Il y a notamment Angular UI, Fluentd UI, et si vous ne trouvez pas, on va dire, ce que vous voulez au marché, c'est à vous de vous débrouiller en trouvant la librairie JS adaptée et de faire une directive au-dessus. Alors dans ce projet, on a beaucoup utilisé Angular UI. Vous pouvez voir les différentes directives qu'on a utilisées. J'ai envie de dire avec des fortunes diverses. Notamment la NG Grid, je ne sais pas si vous l'avez utilisé. C'est encore très bêta. Et à chaque changement de version, il passe quelque chose. Il y a des applis qui changent, mais vous êtes au courant. Donc il faut se méfier par rapport à ça. Il suffit de regarder après sur le projet, vous allez voir le nombre de tests unitaires, vous voyez qu'il n'y en a presque pas. C'est pas étonnant qu'il y ait des régressions ensuite. Pour le Bootstrap UI, ça reste aussi bêta, mais c'est quand même beaucoup plus avancé, beaucoup plus stable. Ce qui est important de noter quand même, c'est que dans ce genre de projet, les librairies ne sont pas encore très matures, il faut être débrouillard. Il ne faut pas hésiter à aller sur les GitHub pour poster des
des issues, si vous êtes pressé, request, des choses comme ça. Pour le routeur, alors le routeur classique d'AngularJS, il ne servira à rien avec des routes à peine compliquées, j'ai envie de dire. Je ne vais pas insister sur ce sujet parce qu'il y a une présentation tout à l'heure assez complète. Donc oui, la librairie UI Router. Alors malgré qu'ils disent qu'elle est en version bêta, elle me paraît quand même très stable. Elle est documentée, testée. Je n'ai pas rencontré de soucis avec, donc allez-y, parce qu'ils étaient fermés, je veux dire. Sur l'internationalisation, pareil, il n'y a rien. Nous, on a utilisé la librairie I18 Next, on a rappelé autour d'une directive. On n'a pas utilisé le projet NG Translate, tout simplement parce qu'il n'existait pas au moment où on a commencé le projet, et puis après c'était un peu compliqué de changer comme ça de librairie en cours de réalisation. Il y a un petit conseil que je peux vous donner, c'est peut-être déjà de privilégier l'approche que j'appelle l'approche attribut, comme vous pouvez voir dans l'exemple, plutôt que mettre ça directement dans votre tag avec un filtre de type translate. Tout simplement, c'est un peu plus simple à lire. Et un autre conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas faire vos clés de traduction en format JSON, pour la bonne simple raison que lorsque vous voulez chercher une chaîne de caractères, comme celle-ci, faire une recherche textuelle, c'est juste impossible, puisque votre clé de traduction se trouve dans un arbre JSON. Donc, mieux les mettre là. Alors, une question qui revient souvent et qui revenait au dernier meetup, c'est une fois que je commence à avoir une application qui grossit, comment j'organise mes choses à l'intérieur. Alors pour moi, il y a deux choses séparées, il y a l'organisation logique et celle physique. Alors sur la logique, je dirais il n'y a pratiquement qu'une fois compliquée. Alors les avantages du découpage en plan fonctionnel, ça facilite le travail en équipe parce que chacun peut travailler sur son propre module. Ça permet de tester et profiler les modules en isolation. Peut-être dans une version prochaine d'Angular, quand elle permettra le chargement dynamique des modules, ça sera très pratique, notamment quand vous commencez à avoir des problèmes de droit sur chaque module et que vous voulez les charger dynamiquement. Puis évidemment, c'est plus facile de naviguer au sein du projet. Et ça va un peu en résonance avec le terme qui est en bas, qui s'appelle Streaming Architecture. Et donc l'idée, c'est de dire, quand j'ouvre votre projet, je vais voir apparaître l'aspect fonctionnel du projet. Je n'ai pas envie de voir un dossier filter, de service, factory. J'ai envie de savoir que ça parle, dans le cas du projet, de jury, d'examen, d'inscription. Et ça sera beaucoup plus clair pour vous et aussi pour les nouvelles personnes qui arrivent dans le projet. Par contre, pour les modules partagés, c'est-à-dire ceux qui sont communs aux autres modules, là, le découpage technique a beaucoup plus de sens. Alors, une fois qu'on a organisé tout ça, de manière logique, comment j'organise dans mes fichiers? Moi, je vous conseillerais l'approche la plus simple, c'est d'avoir un seul module par fichier JavaScript, avec si possible le même nom. Ça vous fournit un avantage, c'est que vous n'aurez pas de problème de chargement, de dépendance dans le chargement des fichiers JavaScript. Notamment si vous voulez éviter d'utiliser des librairies type PyRJS. On dirait le désavantage, c'est que vous allez vite avoir beaucoup de scripts dans votre fichier index HTML. Et à ce moment-là, le mieux c'est d'automatiser, par exemple, il y a une tâche print. Si jamais, par contre, vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez toujours utiliser PyRJS sans problème. Ça complexifie quand même un peu le projet. Hein. Vous avez déjà, vous avez remarqué, vous avez une dépendance. Il faut déjà la déclarer dans le service qui l'appelle, vous déclarez le module. Et si vous utilisez PyRJS, il faut déclarer le fichier dans lequel est le module. Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Et rien de tout ça est automatisé, donc bon courage. La deuxième solution, je ne parle même pas parce qu'elle est un peu compliquée et je ne vois pas l'avantage. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un module et le mettre dans plusieurs fichiers. Hein. Vous avez intérêt à avoir tout assez bien compliqué. Un dernier mot sur le module, c'est quand même un concept pas compliqué, mais très large, et je pense qu'on pourra en faire une présentation facile juste là-dessus. Juste une explication pour voir si vous avez bien compris. On imagine qu'on a une application avec deux modules. Un module 1, deux dépendances. Module 1, module 2, sachant que le module 2 a une dépendance vers le module 3 qui lui déclare, c'est un service qui s'appelle Madet. Est-ce que ce service
peut être injecté dans le module 1, sachant qu'il n'a pas de référence dans le module 3. Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit rien? On pourrait croire qu'on ne peut pas, mais en fait on peut. C'est là tout, ça ne va pas tout le mal des modules, mais c'est un concept à avoir en tête. C'est qu'à partir du moment où votre module est déclaré dans votre application, toutes les dépendances qu'il inscrit dans l'injecteur sont accessibles partout dans l'application, et pas nécessairement au module qui référence ce module. Alors en soi, on a l'impression que ça ne pose pas vraiment de souci. À partir du jour où vous allez vouloir prendre ce module et le mettre dans une autre application qui n'a pas, elle, de référence dans le module 3, ça ne va plus marcher. Donc il y a des moyens pour, entre guillemets, contourner ce problème, tout simplement de faire des tests unitaires. Quand vous faites un test unitaire d'un module, si vous injectez une dépendance qui n'est pas déclarée dans ce module, vous allez avoir une erreur. Donc de manière globale, la gestion des modules est quand même assez difficile et il faut faire attention à ça. Notamment, la nature même du langage fait qu'il n'y a pas de check à la computation, et puis sur vidéo, j'en ai parlé avant, zéro. Gestion du modèle, je vais passer parce que je suis pas en avance, à mon avis. On pourra peut-être en parler après. Sur la couche de communication avec les services serveurs, il faut faire attention au module ng ressources. Alors peut-être que ça a changé dans les dernières versions, je ne sais pas trop, mais il est non basé sous les promesses. Donc autant dire qu'il est presque il ne sert à rien. Du moins, il ne prend pas avancer avec le framework. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait une API un peu similaire qui peut être au-dessus de $HTTP, de telle sorte que ça puisse utiliser les promesses. Souvent dans vos projets, j'imagine, vous pouvez développer des fonctionnalités, puis côté serveur, les services ne sont pas faits. Donc là, le plus simple, c'est de faire une couche de mocking pour pouvoir quand même avancer. Pour ça, on s'inspirait d'une librairie Ruby qui s'appelle Stud, et finalement qui émule votre accès à votre endpoint via un système de fichiers classique. C'est-à-dire que si j'accède à endpoint accounts, il suffit de mettre en get, de mettre un fichier get.json dans cette arborescence, et du coup il va le chercher tout seul. Donc le jour où le service est prêt, vous avez juste à décommenter la ligne où vous avez déclaré vos services entiers. Un autre aspect important, c'est l'externalisation de la config serveur. Souvent dans les entreprises, on vous demande que l'URL des accès aux services soit externalisée, comme ça s'ils changent de serveur d'un jour à l'autre ou l'IP, ils ne sont pas obligés de redéployer l'application, ils ont juste à changer ce fichier-là. Donc c'est-à-dire que ce fichier doit être chargé dès le démarrage d'Angular. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous chargez le fichier, puis ensuite vous faites le bootstrap manuel d'Angular. Alors ça fonctionne, mais le problème c'est qu'il faut gérer les erreurs en dehors d'Angular. Nous, la solution qu'on a adoptée, c'est on bootstrap Angular. Et dès qu'on fait un accès, le premier accès à un service serveur, on va vérifier qu'on a chargé ce fichier de config. Si ce n'est pas le cas, on le récupère. Et une fois qu'il est récupéré, on fait la suite de l'appel. Il y a une solution, on dirait encore plus simple, qui est, par exemple, il y a des JSP injectés le config serveur par le serveur. Là, je vais finir sur la partie framework. Alors, sur les tests, là, pareil, il y a énormément de choses à dire. Je n'ai pas le temps de les développer. Pour les développeurs qui s'intéressent aux tests, bien avant d'avoir fait AngularJS, au moment où vous avez vu qu'il y avait l'affaire d'AngularJS, alors la Discovery, ça s'est souvent fait un dans la tête. Parce que ce monsieur-là, avant, il était évangéliste sur la partie test chez Google. Il a un blog extrêmement intéressant qui est un peu la référence sur les tests, l'injection de dépendance, etc. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille d'aller sur son blog et de relire tous ces posts parce qu'ils sont extrêmement intéressants et vont vous aider à mieux comprendre pourquoi AngularJS a été développé dans ce but de rendre les applications testables facilement. Là, peut-être pas de conseil technique, mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours est-ce
concept de testing pyramide qui sépare les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels. L'idée en fait c'est que la stratégie test elle est pourrie si à la base le socle des tests unitaires est pas solide. On commence à tester, commencer toujours par les tests unitaires. C'est plus proche du code, c'est là où vous allez trouver très rapidement les bugs et facilement les débugger. La couche UI, du coup, il faut juste soit des tests de surface. On n'allait pas tester des algorithmes sur des tests end-to-end, c'est lent, c'est fragile. Donc assurez-vous qu'il y ait toujours des tests unitaires. Généralement, quand il y a un test fonctionnel qui passe, c'est qu'il manque un test unitaire derrière, tout simplement. La pratique générale pour trouver souvent les entreprises, c'est 5 mecs qui testent manuellement votre application, qui viennent pleurer chez vous parce qu'il y a une application toutes les 5 minutes. Parfois, il y a des tests automatisés fonctionnels, mais ceci sans arrêt parce qu'à partir du moment où je change quelque chose dans l'interface, c'est comment qui marche. Donc, attention à ça. Pour les tests end-to-end, ce que je disais, surtout ce qu'on appelle les smoke tests. Les tests de surface, vous vérifiez que la navigation elle marche, vous arrivez à accéder à du popage. En fait, ça vous permet surtout de tester toute votre stack technique. Donc, n'allez pas chercher à complexifier les choses, à faire des scénarios incroyables. D'autant plus que lors de lancement des tests, vous êtes compliqué. Vous supprimez des choses, vous les mettez sur l'écran, elles ne sont plus. Attention à un style de test, et puis d'autant plus que je dirais que l'API end-to-end de AngularJS est encore un peu bancale. Et n'investissez pas trop dessus parce qu'ils ont prévu de changer le fondement du test pour se baser sur un projet en cours de développement qui s'appelle Protractor et qui est construit au-dessus de Selenium AngularJS. Donc là, ça sera un peu plus solide et il y aura un peu plus de tests. Donc Karma, qui teste, je pense que vous avez remarqué l'importance de cet outil-là. Une fois que ça va révolutionner le workflow, parce qu'il y a des outils similaires, notamment en Java, mais avoir un feedback aussi rapide et dans un navigateur qu'on a envie, de manière aussi simple, c'est quand même génial. D'autant plus que ça produit des rapports type JUnit ou Vertira que vous allez pouvoir insérer dans une machine d'intégration continue. On verra dans 2 minutes. Donc voilà, la dernière partie, industrialisation. Côté build, là, il y a un standard, je veux dire, JavaScript qui est devenu Grunt en encore de temps. Très stable depuis la version 0.3 et un tas de plugins, tout ce que vous voulez, qui permet d'avoir un développement quand même assez impressionnant à partir du moment, notamment de la tâche watch. Au moment où vous sauvegardez un fichier, vous pouvez derrière lancer une compilation, recharger automatiquement votre navigateur. Quand vous êtes sur un double écran, vous sauvegardez, vous voyez immédiatement le résultat sur votre écran, c'est quand même fort. Quand votre application commence à grossir, assurez-vous quand même de garder un temps de vie très rapide, sinon on n'a plus d'avantage. Ça peut être notamment fait, de toute façon, ça aura un bien à faire, c'est comment les profils de build en développement où généralement on va éviter quand même de concaténer et unifier les fichiers, ne serait-ce que pour des buggers pour le projet. Intégrer aussi cette librairie NGMIN, qui maintenant pas tout à fait complète, il y a encore des choses qui ne s'est pas injecté. Donc, rapidement, NGMIN, ça vous parle oui, peut-être. Vous savez que le système d'injection de dépendance est classé à partir du moment où vous minifiez le projet. Voilà, on n'est pas vraiment fait pour la production, pour la raison citée en dessous. Il n'y a pas vraiment de standard sur le packaging des livres, donc c'est-à-dire qu'il y a des librairies qui vont mettre leur numéro de version dans un fichier, et ça ne sert absolument à rien. Il n'y a pas de module offline, incident, à chaque version il y a quelque chose qui passe, donc ils vont tout corriger, d'autant plus que si après vous êtes développeur, une version installée sur la machine ou d'autres versions, c'est juste la folie. Ça redonne des livres à chaque install, sauf que pas plus tard que hier, il y a la version 1.0 qui vient de sortir, qui règle à peu près, je vais regarder la doc, tout ce dont on va vous parler. Donc, il faut l'essayer. Ça s'améliore, tant mieux. Ça devient aussi le standard. Donc, j'espère que tout est réglé. En tout cas, je vous conseille quand même d'utiliser Bower en version locale, juste
pour s'assurer que tous vos développeurs ont la même version installée sur leur machine, y compris le plateforme d'intégration continue. Dernier mot sur l'industrialisation, la génération de code. Donc, nous on appelle ça les générateurs. Yeoman, c'est un peu pareil, c'est bien sur le papier, c'est bien pour faire des applications to-do list. Dès que vous avez quelque chose d'un peu plus gros, le problème c'est basé sur la structure d'Angular 6, c'est-à-dire du coupage technique, ça peut être une technique. Ce que je vous disais avant, c'est pas gérable sur des gros projets. À l'époque, il n'y a pas de version totale sur Windows, a priori ça va un peu changer. Donc là, le conseil que je vais vous donner, c'est quand même garder un œil et que peut-être le plus simple, c'est de faire votre générateur avant de faire. Vous avez juste une dernière partie. Pour l'intégration continue, on utilise Jenkins. Alors là où ça fait mal, c'est qu'on a deux systèmes de build différents, côté serveur et côté client. Donc côté serveur, on utilise Maven. Alors là, pareil, il y a un post qui est sorti plus tard que hier, qui donne quelques indications aussi. Nous, en gros, on a notre système de build Maven qui lance via le plugin Maven Tech. Ça fonctionne, ça marchote, mais bon, on s'en fait notre conseil, c'est de ne pas utiliser le job Jenkins Maven prédéfini, notamment si vous voulez après avoir des rapports de test sur le serveur et sur le client. C'est des choses qui ne sait pas faire si la configuration de votre job n'est pas manuelle de la Z. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on lance des tests end-to-end avec un vrai serveur. C'est-à-dire que dans la phase de l'intégration test de Maven, on lance Jetty, on lance nos tests, on tape dans la base et puis on coupe Jetty. On ne pas des doigts pour que ce soit là. En vrai, s'il reste du temps, j'imagine à peu près rien, jusqu'où j'en suis. Nous 2 minutes, c'est parfait. Du coup, je ne vais pas les aborder en détail. Un livre qui est super intéressant, qui n'est pas très connu, mais qui vient de sortir, qui s'appelle AngularJS Web Application Développement. Souvent, le reproche d'Angular, c'est sa documentation. Ce qu'il fait, il faut servir de doc Angular, tous les sujets sont abordés. C'est fait par des mecs qui bossent sur Angular UI. C'est un mec qui est en français, d'ailleurs, on a l'eau. Ça va en profondeur, ça va tous les aspects d'Angular. Vraiment apprendre. Ouais, les autres sujets, je ne m'étale pas là-dessus. Regardez-les vite fait, si vous avez envie d'en parler, plus tard, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'arrive à la conclusion. AngularJS. Sur vos applis, ça marche pas. Donc, côté, on n'a pas rencontré de soucis majeurs. On va dire surtout l'outillage et l'écosystème autour qui fait un peu défaut aujourd'hui, mais qui est contournable. En tout cas, pas niveau performance, maintenabilité, etc. On n'a pas de soucis. Le projet a été livré à temps pour un ex, mais c'est toujours plaisir. La technique, on a réussi à beaucoup aider là-dessus. Puis, je suis quand même garder en tête, c'est que toute la plateforme HTML, de toute façon, elle a une évolution constante. On voit évoluer les standards, notamment tout ce qui est web components, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder tout ce qui se passe et voir un peu comment AngularJS s'y insère, parce que ce qui est sûr, c'est que ça va encore beaucoup changer ces prochains temps. Voilà une dernière page de contact. Voilà, il y a le site web, il y a GitLab, le blog où j'ai commencé à mettre des articles, notamment un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a une petite trace de manière textuelle, un GitHub aussi.